Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous présenter Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc, Les Aventuriers de la mer, ça fait tout ça. Ça fait un gros pavé. C'est en fait 9 tomes. Moi j'ai la collection, j'ai l'édition J'ai lu intégrale. Donc dans chaque intégrale vous avez l'équivalent de 3 tomes J'ai lu. Donc si vous savez bien compter, 3 x 3 ça fait 9 tomes. Les Aventuriers de la mer, donc c'est écrit par l'autrice Robin Hobb qui est américaine et c'est une saga qui a lieu dans le monde qu'elle a créé pour l'Assassin Royal. Alors chronologiquement, Les Aventuriers de la mer se passent juste après les 6 tomes du cycle Assassin Royal. C'est mieux d'avoir lu l'Assassin Royal, mais cette saga de 9 tomes peut être lu indépendamment, je pense. Pour ce qui est de l'histoire, on suit ici principalement une famille de marchands qui est la famille Vestrict. C'est un roman choral, donc comme je le disais, on va suivre plusieurs personnages de cette même famille. Donc cette famille, elle est située à Terrillville, c'est leur port d'attache, et elle a une spécificité comme beaucoup d'autres familles marchandes. Elle possède une vive nef. Les vives nefs, ce sont des bateaux très spéciaux, plutôt magiques, qui ont en fait une proue qui s'anime et qui est douée d'une conscience. Quand une famille de marchands achète une vive nef, au début elle est endormie. Il faut attendre la 3e ou 4e génération, je m'en souviens plus, pour qu'elle s'éveille, et c'est ce qui va se passer au tout début du livre. En fait, le chef de famille Vestrict est mourant, il va mourir, et au moment où il meurt sur le pont de son bateau, la vive nef, qui s'appelle Vivacia, va s'éveiller. L'histoire commence et là tout de suite on nous expose qu'il va y avoir un problème d'héritage. Qui va hériter de la vive nef? Est-ce la sœur aînée, comme normalement ça devrait se faire puisque c'est l'aînée, et donc l'héritière un peu de la fortune de la famille, ou alors c'est Althea, le personnage principal de cette histoire, qui a navigué durant toute sa jeunesse auprès de son père, et qui est une navigatrice peut-être pas chevronnée, mais en tout cas méritante. À côté de ça, la sœur aînée, elle est mariée avec Kyle, un capitaine de vaisseau qui, bien sûr, a bien envie que sa femme hérite de la vive nef. On a d'autres personnages de la famille qui vont être tout aussi intéressants, mais on va suivre aussi d'autres personnages extérieurs, comme un capitaine pirate qui s'appelle Kenneth, ainsi qu'une famille qui est basée au désert des pluies, c'est un peu plus à l'ouest, je crois, d'après la carte. Et qui, elle, en fait, a une spécificité, enfin, ces familles qui sont sur le désert des pluies, c'est que elles ont le visage, en fait, qui est pas très regardable. Il y a des pustules, des excroissances de peau, et à cause de ça, ils sont obligés toujours de porter un long voile. Donc, personne ne sait à quoi vraiment ils ressemblent. À côté de ça, il y a un gros danger qui rôde. En fait, dans les océans, vous avez des serpents de mer qui, en fait, commencent un peu à pulluler et qui attaquent les bateaux. J'ai oublié de vous dire, c'est peut-être important, clairement, oui. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que Terrillville est en fait une vassale de Gemellia. Donc à chaque fois qu'ils ramènent des denrées, qu'ils vendent leur commerce, une grosse partie de leur profit est versée à Gemellia. Donc politiquement, il va y avoir un souci. Ils veulent plus être sous la coupe de Gemellia, mais militairement, ils sont pas du tout carrés pour leur faire front. Et il y a une autre question sur laquelle les marchands de Terrillville ne sont pas d'accord, c'est doivent-ils ou non s'adonner au commerce d'esclaves? Oui, parce que c'est un marché qui est assez lucratif, mais moralement, ça pose des soucis quand même. Et puis à côté de ça, il y a des attaques de pirates. Voilà, la vie n'est pas forcément très simple. On va passer maintenant à ce que j'ai aimé et ce que j'ai un petit peu moins aimé. Ce que j'ai aimé. Premier point fort pour moi, c'est le fait que ce soit un roman choral. Alors ça, c'est un goût personnel. J'avais beaucoup aimé, par exemple, dans Game of Thrones, suivre cette multitude de personnages. C'est ce que nous propose ici Robin Hobb également, et c'est un exercice qui est pas évident. Et pourtant, là, le contrat, il est clairement rempli. Les personnages sont vraiment bien dosés. Et l'évolution, en fait, au cours des 9 tomes, oui, parce que comme elle a 9 tomes, elle a de la place, donc l'évolution, elle a pu vraiment la travailler, bah, c'est plutôt bien fait. Surtout, je pense à des personnages comme, par exemple, comme Malta, qui passe de petite peste arrogante à personnage un peu plus intéressant par la suite. Je vous en dis pas plus. Alors, autre point fort, je trouve que c'est vraiment le dynamisme qu'elle a réussi à insuffler à son histoire. C'est-à-dire que même s'il est 2 h du matin et qu'il est grand temps d'aller se coucher, on ne peut pas lâcher ce livre. Et ça, c'est vraiment symptomatique des page-turners vraiment réussis, où à chaque fin de chapitre, bah, c'est pas possible, vous êtes obligé de lire le suivant, ce qui peut parfois, comme je vous disais, être problématique. Sinon, d'un point de vue écriture, enfin, pour moi, c'est hyper impressionnant, et il y a une quantité d'intrigues secondaires qui
qu'elle lance dans cette histoire, et je me suis dit mais comment elle fait pour s'en sortir? Bon là clairement elle devait avoir, je pense, au-dessus de son bureau un énorme, plein de post-it partout, mais je me suis dit waouh, pour clôturer toutes ces intrigues et pour faire que toutes ces intrigues restent passionnantes, parce que vous avez par exemple, on va suivre la mère qui va avoir son intrigue, Malta, comme je vous disais, la nièce qui a sa petite intrigue, et à la fin, enfin voilà, je vais pas toutes vous les citer, c'est inutile, mais en fait à la fin tout converge, et pourtant au début on ne comprend pas comment tout ça va être lié, et elle va délivrer des indices au fur et à mesure de son histoire, mais c'est pas le genre de livre que quand vous ouvrez vous vous dites ah ouais d'accord, bon, je comprends comment ça va partir. Là moi clairement, moi en tout cas je me suis fait avoir, peut-être que certains se diront moi je l'ai vu déjà à 1000 lieues où est-ce qu'elle nous emmenait, moi personnellement pas du tout. Et ouais, je trouve que réussir à faire des intrigues secondaires, principales, aussi passionnantes, et réussir à toutes les entremêler et les faire converger à un même endroit, chapeau. Voilà, faut avoir du métier. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que ce soit donc moi j'aime bien la light fantasy, j'aime bien quand ça part pas, vous savez, boule de feu, éclair, bim bam boum, il y en a de partout. Là ça reste quand même assez léger, il y a un peu de magie. La magie elle est principalement via les vives-nefs, et ce système de bateau qui parle, bah alors bon, j'ai pas tout vu et tout lu dans ma vie, bien heureusement, mais j'ai vu ça nulle part en tout cas. Le fait d'animer comme ça un objet, ça c'est bien vu, et d'en faire, parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, mais la vive-nef Vivacia est un membre à part entière des vives-nefs, et aussi un personnage, l'un des personnages principaux de cette histoire. Et ça c'est assez fort je trouve. Donc je vous disais tout à l'heure, la force de ce livre, c'est vraiment ces personnages. On a aussi plusieurs antagonistes, bon un principalement, en tout cas qui se dégage comme un antagoniste. Bon je pense par exemple, c'est pas l'antagoniste forcément de l'histoire, enfin c'est compliqué, mais c'est quelqu'un qui est clairement plus noir que gris, même s'il est plus nuancé que ça. C'est Kenneth, le pirate, et c'est vraiment bien fait parce qu'il est exécrable en fait, il a... Une personne comme ça, il est vraiment détestable, et pourtant elle arrive de temps en temps à nous le faire, à ce qu'on l'aime en fait. Il est vraiment intéressant, et on a de l'empathie à certains moments, en fait. Elle nous explique en fait pourquoi il est comme ça, et on en a presque à ah bah oui c'est normal quoi en fait, mais non, mais voilà, donc parfois c'est même gênant, on en est à l'excuser pour certains trucs qu'il fait qui sont horribles. Enfin, en tout cas parfois je me dis ah c'est dérangeant, mais c'est vraiment très très bien fait. Mes petits bémols sur ce personnage, mais je vous en parle juste tout de suite, parce que là j'ai fait le tour de tout ce que j'ai aimé. Bon clairement, hein, c'est pour moi un très gros coup de cœur, hein. C'est une des meilleures lectures que j'ai de cette année. Voilà, donc je vais vous citer quelques points négatifs, mais rappelez-vous que ces points négatifs pour moi c'est anecdotique par rapport au reste, voilà. Alors, ce que j'ai moins aimé, j'ai trouvé que, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le dynamisme, donc le premier tome, quand j'ai commencé, je m'y suis pris à 2 fois. Je m'y suis pris à 2 fois parce que je trouvais que, en tout cas le tome 1 est un peu plus long que les autres, il est assez introductif, et il y a des scènes au tout début qui sont un peu longues. Je crois que ça s'ouvre sur les serpents, attendez, je vais reprendre mon intégrale 1, sur les serpents de mer, parce que les serpents de mer, on les entend, on les voit communiquer entre eux, oui c'est ça. Et au début on fait ouais qu'est-ce qui se passe, et après on arrive sur un premier chapitre où c'est Kenneth, donc le pirate, qui est sur la plage et qui marche sur la plage. Et j'ai trouvé que ce chapitre était assez long, je voyais pas trop où est-ce qu'il nous emmenait. Avec le recul maintenant, ayant lu toute la saga, je me dis ok d'accord, je vois pourquoi, enfin, là. Mais je trouve quand même avec le recul qu'il était beaucoup trop long. Et pas forcément hyper essentiel pour la suite, même s'il apporte quelques petits éléments pour l'intrigue et pour le personnage, mais je trouve que c'était pas essentiel. Et moi ça m'a un petit peu rebutée, parce que j'avoue quand j'ai commencé, bon j'ai ma maman qui l'avait lu avant et qui m'avait dit non mais tu vas voir c'est génial la saga, et à chaque fois je me disais mais t'es sûre, parce que franchement ce premier chapitre, galère quoi. Et même s'il était bien écrit et tout, le contexte est bien mis, mais je trouvais que c'est dommage, je trouve que ça part pas assez vite. Et ça m'étonnerait pas qu'il y en a certains qui abandonnent rapidement à cause de ça. Bon voilà, bon c'est un petit bémol. Alors autre petit point négatif, je trouvais qu'il y avait certains personnages où leur évolution elle était un peu trop rapide, où d'un coup, d'un claquement de doigts, ils passent
d'un extrême à l'autre pratiquement, et que c'était pas crédible. Alors je vais vous donner un exemple, c'est par exemple Malta, qui est un personnage au début, c'est la petite fille, la nièce, on a envie de lui foutre des baffes, mais vraiment, vous voyez un petit peu Geoffrey, on a envie de lui foutre des baffes, et là c'est la même chose, mais pour d'autres raisons, et il y a un moment, il va se passer quelque chose, elle va changer, et j'ai trouvé que ce changement, donc là c'est il y a la même chose pour son frère par exemple, c'est Seldon le frère, et j'ai trouvé que ce changement il était peut-être un peu trop rapide. Et puis tout d'un coup, enfin ça c'est sûr, le changement rapide c'est surtout pour Seldon. Pour Malta il est un peu plus progressiste, on le voit, il est un peu mieux fait, mais je trouve qu'elle mûrit trop vite. À un moment elle se met à parler comme des adultes, à avoir un raisonnement, mais carrément ils disent de diplomate, il y a tout le monde qui est en admiration en disant waouh, tout ça. Non, ça correspond pas, il y a quoi, il y a 2 mois c'était encore une petite fille qui faisait des caprices parce que la taille de ses jupons était pas bonne, ou parce qu'elle aimait pas la couleur de ses robes, enfin voilà, et j'ai trouvé que... À moi je me suis dit c'est pas possible, il y a une ellipse de plusieurs années, et en fait non. Donc ça je trouvais que c'était dommage. Alors, et dernier point négatif, je vais faire une partie sans spoil, où je vais vous expliquer ce que j'ai pas aimé, donc ça c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas lu le livre, vous inquiétez pas, je vais rester très évasive. Et pour ceux qui ont lu le livre et qui ont envie de savoir de quoi je parle, je vais faire à la toute fin de la vidéo une partie avec spoil où je vais vous expliquer clairement ce que j'ai pas aimé, donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vais vous le dire à chaque fois. Donc là la partie sans spoil, à la fin du tome 3 il se passe quelque chose entre 2 personnages, je vous dis pas qui, je vous dis pas le sexe, mais ça m'a un peu déçue, j'ai pas compris, pour moi c'était pas nécessaire, parce que ça se passe sur notamment ça descend un personnage que je trouve qui était vraiment, que moi j'aimais beaucoup, et ça m'a déçu du personnage, et je trouve que ça allait à un point où c'était pas nécessaire, et ouais, ça m'a dérangé en fait. Et ça reste toujours un coup de cœur, mais en tout cas le tome 3, peut-être qu'à cause de ce point, j'ai tiqué un peu à la fin, et voilà, ça m'a un peu dérangé, un peu déçu. Je vous propose, donc en tout cas, si vous n'avez pas lu les Aventuriers de la Mer, je vous recommande très vivement de le lire. C'est vraiment une très bonne saga, et surtout si vous avez lu avant l'Absinthe Royale, c'est dans la continuité, dans le même monde. Surtout que si j'ai bien compris, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, vous n'avez pas encore lu la suite. Oui, je prends mon temps parce que voilà, je laisse mûrir tout ça, et j'aime bien, voilà, j'aime bien ne pas trop enchaîner tout de suite, comme ça, voilà. En fait je ne sais pas ce qui se passe dans la suite, donc là pour le coup je ne peux pas spoiler, mais ça ne m'étonnerait pas que des personnages des Aventuriers de la Mer vont apparaître dans la suite, ce serait plutôt logique en fait. Donc oui, si vous voulez faire que les Assassin's Royal, c'est dommage, vous vous coupez de certains éléments contextuels des Aventuriers de la Mer, et je pense que ça va descendre un petit peu l'intérêt. Voilà, donc maintenant, pour ceux qui l'ont pas lu, je vous fais des bisous. Je finis avec ceux qui ont lu le livre, ou ceux qui n'ont pas lu et qui en fait s'en fichent et veulent savoir quand même de quoi je cause, mais en tout cas je vous préviens, là je vais faire un gros spoiler, donc si ne criez pas dans les commentaires « Ah, elle a spoilé !» Voilà, je vous préviens, là il y a un gros spoiler qui arrive. Donc, si vous avez vu les livres, à la fin du tome 3, il y a un passage, moi le passage qui m'a dérangé, celui dont je parle depuis le début là, c'est entre Kenneth et Althea. C'est au moment en fait où Kenneth viole Althea. Alors certes on nous explique, Kenneth une personne assez détestable, mais qui a quand même des bons côtés, il a un bon fond, notamment avec Yémin, on voit qu'il a quand même des idées, il veut protéger, même s'il rêve d'être roi des pirates et d'aider un peu cette communauté, bon voilà, c'est clairement quelqu'un qui est très 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 égoïste. À un moment il est prêt à sacrifier, comment elle s'appelle, sa femme et sa compagne pirate qui est enceinte de son enfant, juste parce que potentiellement elle pourrait découvrir son secret. Un secret qui d'ailleurs je l'avais pas vu venir et j'ai trouvé ça super. On comprend aussi qu'il a une enfance difficile, que lui-même il s'est fait violer quand il était jeune par le pirate Ygroth. Waouh, je me souviens des noms, ce qui est rare. Et donc en fait on comprend à un moment qu'il a des vues sur Althea et tout. Bon, je me suis dit ok, il a des vues sur Althea parce que, ah oui, elle ressemble peut-être à Yémin, à Vivacia, donc il a envie de contrôler un peu tout ça. Et puis là, tout d'un coup, voilà, il la viole et tout. Et je me suis dit, mais est-ce que c'était nécessaire? Enfin, clairement, moi je me doutais que Kenneth allait finir, il allait la tuer. Je voyais pas comment elle allait le mener jusqu'au bout, en fait. Bon. Mais ça m'a choquée, en fait. Et puis, Althea, et ce qui m'a choquée encore le plus, c'est la réaction qu'ont les autres personnages quand Althea a dit « Non, non, mais je me suis fait violer ». Son propre neveu Yémin, qui est quand même moine et qui est quand même quelqu'un qui doit être assez
empathique vers les gens. Genre limite, ils banalisent ça et même, genre, par exemple, enfin voilà, il y a plein d'hommes et de femmes voilà, je trouve qu'il y a une banalisation là-dessus et j'ai trouvé ça assez bizarre. Voilà, donc sinon à part ça, c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé. Et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, très bonne lecture, ciao ciao.